Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Minute Cyber, le podcast qui décrypte l'actualité de la cybersécurité en un éclair. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet absolument vital, mais souvent invisible, la cybersécurité de nos infrastructures critiques. On pense souvent à la cyber comme une affaire d'ordinateur ou de données volées, n'est-ce pas? Mais en réalité, le monde physique qui nous entoure, notre électricité, notre eau potable, les transports ou même nos hôpitaux, est de plus en plus connecté et donc de plus en plus vulnérable. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir Léa, notre experte en cybersécurité industrielle. Bienvenue Léa. Bonjour Jérémy et merci de m'avoir invité pour ce sujet passionnant et si important. Le plaisir est partagé. Alors Léa, pour commencer, peux-tu nous éclairer sur ce qu'on appelle l'OT et l'ICS? On entend ces termes, mais beaucoup de nos auditeurs ne voient pas forcément la différence avec l'IT, l'informatique classique. Excellente question Jérémy. En fait, l'IT, pour Information Technology, c'est ce que tout le monde connaît. Vos ordinateurs, vos smartphones, les serveurs pour gérer les données, les mails, etc. L'OT, pour Operational Technology, c'est très différent. Ce sont des technologies utilisées pour contrôler des processus physiques dans le monde réel. Et l'ICS, pour Industrial Control Systems, ou les systèmes de contrôle industriel, c'est un sous-ensemble de l'OT, souvent appelé SCADA, pour Supervisory Control and Data Acquisition. D'accord. Donc l'un gère les données, l'autre le physique. Quelle est la principale différence en termes de sécurité, par exemple? La différence est fondamentale. Pour l'IT, la priorité, c'est la confidentialité des données et leur intégrité. Si votre banque se fait pirater et que vos données sont volées, c'est grave. Pour l'OT, la priorité absolue, c'est la disponibilité et la sécurité physique. On ne veut surtout pas qu'une usine s'arrête, qu'une centrale électrique s'éteigne ou qu'un système de traitement d'eau soit compromis. L'impact n'est pas juste financier, il peut être humain, vital. C'est une distinction capitale en effet. Et concrètement, où trouve-t-on ces systèmes OT-ICS dont tu parles? On les côtoie sans le savoir, j'imagine. Absolument. Imaginez les systèmes qui contrôlent la production d'électricité dans une centrale, qui gèrent la purification et la distribution de l'eau dans nos robinets, qui synchronisent les feux de signalisation dans nos villes, qui pilotent les chaînes de montage dans les usines. Ce sont tous des systèmes OT-ICS. Ce sont les rouages invisibles de notre quotidien. Impressionnant. On voit bien que leur bon fonctionnement est non négociable. Mais alors, pourquoi ces systèmes sont-ils devenus des cibles de choix pour les cyberattaquants? Avant, ils étaient plutôt isolés, non? Exactement, Jérémy. Autrefois, beaucoup de ces systèmes étaient isolés. On parlait de gap aérien, c'est-à-dire non connectés à Internet. Mais pour des raisons d'efficacité, de maintenance à distance, d'optimisation, ils sont de plus en plus connectés au réseau IT, et donc, par extension, à Internet. C'est un progrès, mais aussi une porte d'entrée pour les cyberattaquants. Ah, le revers de la médaille de la connectivité. Précisément. Ensuite, beaucoup de ces équipements OT sont anciens. Je parle d'équipements qui peuvent avoir 10, 20, 30 ans, voire plus. Ils n'ont pas été conçus avec la cybersécurité moderne à l'esprit. Ils sont difficiles, voire impossibles à mettre à jour, et contiennent des failles connues qui sont de véritables autoroutes pour les attaquants. Imaginez un peu une vieille serrure en bois sur un coffre-fort moderne. C'est un peu ça. L'analogie est parlante. Et qui sont ces attaquants, Léa? Des petits groupes ou des entités plus organisées? On trouve de tout. Il y a les groupes étatiques, souvent très sophistiqués, qui ciblent ces infrastructures dans le cadre de guerres cybernétiques ou d'espionnage. Il y a aussi les cybercriminels, comme ceux qui déploient des ransomware. Ils ne visent pas forcément la destruction, mais l'extorsion. Et enfin, les activistes, qui peuvent vouloir perturber des services pour des raisons idéologiques. Le spectre est large et leurs motivations diverses. C'est effrayant de penser à l'impact que cela peut avoir. Peux-tu nous donner quelques exemples concrets de ces menaces et de leurs conséquences, histoire de bien réaliser la gravité de la situation? Bien sûr, on a vu des attaques sur les réseaux électriques en Ukraine qui ont provoqué des coupures de courant massives, plongeant des villes entières dans le noir. Plus près de nous, l'attaque par ransomware contre Colonial Pipeline aux États-Unis a paralysé la distribution de carburant sur une grande partie de la côte Est, créant des pénuries et une panique générale. Ce n'était pas une attaque directe sur l'OT, mais l'impact sur le monde physique était immédiat et dévastateur. Oh oui, je me souviens de cet épisode. Les pompes à essence étaient à sec. Exactement. Et plus dramatique
dramatique encore, des hôpitaux ont été la cible de ransomware, paralysant leurs systèmes informatiques et rendant impossibles les admissions, les diagnostics, voire les opérations. L'impact direct sur la vie des patients est incalculable. Il ne s'agit plus de données volées, mais de vies potentiellement en danger. Sans oublier le potentiel de sabotage, qui peut entraîner la destruction d'équipements physiques ou pire, la libération de substances toxiques, la pollution à grande échelle. C'est terrifiant. Alors, face à une menace aussi concrète et potentiellement dévastatrice, comment peut-on se protéger? Quelles sont les stratégies de défense pour ces infrastructures vitales? La première étape et la plus cruciale est la segmentation réseau. Il s'agit d'isoler les réseaux OT des réseaux IT. On crée des zones sécurisées, des barrières numériques pour qu'une infection sur le réseau IT d'une entreprise ne se propage pas automatiquement à ses systèmes de contrôle industriel. Un peu comme des compartiments étanches dans un bateau, si je comprends bien. Oui, c'est une excellente analogie. Ensuite, un contrôle d'accès strict est indispensable. Fini les mots de passe par défaut ou les accès partagés. On doit implémenter l'authentification multifacteur, MFA, pour tout accès au système critique. Chaque personne doit avoir des identifiants uniques et des autorisations limitées à ce qui est strictement nécessaire pour sa fonction. C'est du bon sens, mais souvent négligé, hélas. Absolument. La gestion des mises à jour est aussi un casse-tête pour l'OT, mais elle est primordiale. Même si c'est complexe pour des systèmes qui ne peuvent pas être arrêtés facilement, il faut trouver des solutions pour patcher les vulnérabilités connues. C'est un défi technique et organisationnel majeur, mais vital. La surveillance est également un facteur clé. Oui, une surveillance constante est essentielle. Il faut pouvoir détecter toute activité anormale sur les réseaux industriels, identifier les tentatives d'intrusion ou les comportements suspects avant qu'ils ne causent des dégâts. C'est comme avoir des capteurs partout qui sonnent l'alarme au moindre mouvement étrange. Et le facteur humain dans tout ça, la formation du personnel. C'est le maillon essentiel. Les ingénieurs OT, qui connaissent parfaitement les machines, doivent aussi être formés à la cybersécurité. Comprendre les risques, savoir reconnaître une tentative d'hameçonnage, adopter les bonnes pratiques. La sensibilisation est une défense à part entière. Un personnel bien formé est la première ligne de défense. Un bouclier humain en quelque sorte. Léa, merci beaucoup pour toutes ces explications si claires et si nécessaires. Pour conclure, que retiendrais-tu de l'importance de cette cybersécurité des infrastructures vitales? Je dirais que la cybersécurité de nos infrastructures critiques n'est pas qu'une question technique. C'est une question de sécurité nationale et de survie de notre quotidien. C'est la garantie que notre eau coule, que nos lumières restent allumées et que nos hôpitaux fonctionnent. La vigilance constante et l'investissement continu dans ces défenses sont absolument essentiels. C'est un défi permanent, mais nous ne pouvons pas nous permettre de le perdre. Exactement. Et vous l'avez compris, chers auditeurs, ces enjeux sont souvent invisibles, mais ils nous impactent tous. Prenons-en conscience collectivement. Et voilà, c'est tout pour cette Minute Cyber. On espère que cet épisode vous a éclairé sur l'importance cruciale de la cybersécurité de nos infrastructures. Restez connectés, restez vigilants, et on se retrouve demain pour une nouvelle dose de cybersavoir. À très vite.